Amis joueurs, bonjour, vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien chez vous, c'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien sûr pour parler du jeu événement de la sortie, une des sorties probablement majeures de cette année. Enfin, ça arrive en VF en France, c'est Wonderland's War que je vous propose ici de découvrir avec moi dans cette grosse version de luxe que j'avais pledgé il y a quand même quelques temps et qui va proposer plein de matériel de haute qualité, mais je vais mélanger la version retail avec la version de luxe pour vous proposer les règles détaillées de ce jeu avec bien sûr une mise en place qui est quand même assez conséquente, les deux phases de jeu qui sont simples à intégrer, mais il faut quand même avoir compris un petit peu le système de jeu qui va mélanger plusieurs mécaniques. On a bien sûr le backbuilding, on a du contrôle de territoire, de la majorité, un draft ouvert aussi, du chaos, un peu de chance et quand même un brin de stratégie aussi. C'est ce que je vais vous proposer de découvrir dans cette vidéo là, et puis restez en toute fin de cette vidéo pour découvrir mon avis en 5 parties, ma critique avec ce que je pense des mécaniques, des illustrations bien évidemment, du gameplay en général, de la thématique aussi, on va voir un petit peu tout ça, et en cinquième et dernière partie, mon plaisir global. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner? Est-ce que je vais y rejouer? Ou alors est-ce que c'est un pétard mouillé? Et bien c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi dans cette vidéo, édition suréditée ou la claque de l'année. On découvre ça tout de suite ensemble en vidéo, c'est parti. Eh bien, bienvenue les amis, j'espère que vous êtes bien installés pour découvrir avec moi les règles de Wonderland's War, localisé et édité par Lucky Duck Games, de 2 à 5 joueurs, même si je vous recommande quand même d'y jouer plutôt à partir de 3, c'est quand même beaucoup plus sympa. 30 minutes par joueur, c'est marqué sur la boîte, moi je trouve que c'est plutôt 40-45 minutes à chaque fois, même avec des joueurs confirmés. Et à partir de 14 ans quand même, car il y a quand même pas mal de règles à maîtriser. C'est un jeu qui va mêler prise et contrôle de territoire avec un système que j'aime particulièrement, de prise de risque grâce au backbuilding, donc il va jouer sur des probabilités et aussi sur notre capacité à ne pas péter les plombs quand les jetons qu'on va tirer vont arriver. Ici, ce que je vous propose, c'est une version dite Deluxe avec des pochons qui sont personnalisés et qui vont avec un fond plat et qui vont bien tenir quand vous allez les positionner. C'est aussi une version dans laquelle il y a pas mal de figurines que j'ai pas positionnées ici car je suis en train de les peindre, mais il y a des standees du plus bel effet aussi que vous retrouverez dans la version retail, la version classique du jeu, et honnêtement pour ce type de jeu là je trouve que c'est quand même peut-être même beaucoup plus sympa à regarder. Dans la version de luxe, on retrouve aussi des châteaux qui sont à chaque fois personnalisés. Dans la version normale, eh bien, vous avez chaque château à la couleur du personnage que vous allez incarner, mais qui ne sont pas personnalisés. Par exemple, si je prends ceux-là de la Reine de Cœur et ceux-là de Alice, vous voyez qu'ils n'ont pas la même tête. On retrouve également les partisans qui ont une fonction identique entre les joueurs mais qui n'auront pas, qui seront personnalisés ici aussi en fonction du personnage que vous allez jouer, le chat ou la reine de cœur, alors que dans la version classique ce seront des meeples tout basiques mais colorés, mais quand même de bonne facture. De plus que les jetons que vous allez utiliser, ce sont des jetons de poker ici qui sont super à manipuler, même s'ils sont quand même un peu petits, alors que vous aurez des versions cartonnées dans la version de base. Sinon le reste, eh bien, vous pourrez le retrouver évidemment dans la boîte de base. Avant d'aller plus loin, pour vous expliquer aussi pourquoi j'ai pas mis tous les jetons, parce qu'en fait tous les jetons du jeu, tous les jetons qu'on pourrait récupérer dans la version de luxe, on les retrouve là-dedans. C'est quand même super luxueux d'avoir ceci, je peux l'ouvrir, c'est aimanté, et là je retrouve l'intégralité des jetons qu'on va utiliser pendant la partie. Que ce soit les jetons de forge, on va le voir, les jetons de folie, les doubles qui sont au milieu, tous les alliés qu'on pourra récupérer de force faible et de force forte, ici, les 5 types différents, les objets particuliers qui sont positionnés sur le côté, et ici, tous les jetons de faction qu'on va pouvoir récupérer. D'ailleurs, j'ai récupéré les rouges, c'est ceux que je vais utiliser, plus une forge, plus un double folie, plus 2 folies. Vous allez le voir, ça va être intéressant pour la mise en place de départ de chacun des joueurs. D'ailleurs, parlons-en de la mise en place. Et bien là, je vous ai proposé une configuration pour 3 joueurs pour commencer, avec le plateau principal que j'ai disposé donc au milieu de la table. Vous voyez qu'il est assez grand,
Il est assez coloré, très punchy, très flashy et qui a de la gueule, franchement, au milieu de la table, ça a vraiment de la gueule. Ici, j'ai mis les cubes qui seront les marqueurs de score, le score qu'on voit tout le tour du plateau. Tout en haut ici, ce seront des petits jetons pour la piste de combat, ce qui va définir notre force dans chacun des terrains de combat, mais on verra ça tout à l'heure. Ici, je vais disposer le jeton, l'épée, on va dire, de premier combat. En gros, je le positionne sur le donjon rouge, je jette le dé et je vais le déplacer de 1, 2 ou 3 cases. Donc le premier combat qui sera résolu, ça sera ici. Les combats, ça va m'amener des points de victoire. J'ai mélangé ces tuiles-là et je les ai disposées sur chacun des 5 terrains de combat avec les points de victoire que ça va m'octroyer à la manche 1, la manche 2 et la manche 3. Donc oui, vous aurez compris, le jeu se joue en 3 manches. J'ai fait de la même façon sur les 5 terrain de combat, le comté de la déraison, le donjon rouge, la forêt de Tulgé, je ne sais plus comment on dit, jardin des fleurs vivantes et la mare de larmes. Tout au milieu, j'ai disposé des jetons folie qu'on va récupérer à la fin de la première phase, la phase de T, on va voir ça tout à l'heure. Ici, ce sont des éclats de folie avec les noirs qui valent 1 et les blancs qui vaudront 5. Là aussi, c'est super sympa à manipuler. Attention, ça nous donnera des malus. Le dé qu'on va positionner ici, les personnages comme on a vu qui vont être tout en bout de table et le cœur du jeu, ça sera les cartes. Les cartes de thé qui sont manche 1 bleu, manche 2 vert, hop là on le voit vert, et manche 3 qui seront rouges. Ces cartes-là, je les ai bien sûr mélangées et je les ai disposées le long de la table de thé. À 4 et à 5 joueurs, vous pourrez mettre une carte supplémentaire évidemment. Il y a un petit carton, un petit token qui va nous permettre de bloquer ces endroits-là. Je ne trouve pas que ce soit indispensable, donc je ne les ai pas mis pour cette mise en place-là. Sur le côté, je pense que ça vous intrigue aussi, j'ai placé plusieurs cartes. D'abord, on a les cartes merveilles. Les cartes merveilles, ça va moduler vraiment le jeu avec donc des objets particuliers qu'on pourra peut-être récupérer, mais aussi des habitants du pays des merveilles qu'on pourra peut-être essayer de mettre de notre côté pour les combats. Il y aura toujours 3 cartes de disponibles, donc pour la mise en place, j'en ai tiré 3 au hasard. Donc ici, on a le lapin blanc avec son standis toujours. On a aussi bien un objet qui est ici le marteau du charpentier. Donc j'ai récupéré les 2 jetons qu'il y a à chaque fois que je pourrais mettre par-dessus. Et ensuite, on a un petit Dumpty que j'ai souvent dans mes parties dernièrement. Et voilà, chacun a une spécificité pendant les combats, a une illustration super sympa et aussi une force de combat, mais on verra ça tout à l'heure. Et encore un peu plus sur la droite, et bien ici, on a un set des alliés qui vont entrer en jeu pendant toute la partie. Ces alliés là, il y en a toujours 5, c'est toujours les mêmes, hein, mais vous pourrez choisir le set que vous allez mettre en place, le set A, B, C ou D, et ça va mettre vraiment du renouveau dans vos parties. Le jeu propose quand même de mettre le set de niveau A en premier lieu, pour que ce soit plus sympa, c'est plus gratifiant, on va plus scorer pendant la partie, je vous le garantis. Le B, un peu plus compliqué, un peu plus technique, un peu plus frustrant aussi. C et D, j'ai pas encore utilisé. Vous aurez la possibilité de tout mélanger aussi si vous le souhaitez, mais peut-être que ça mettra de l'inégalité, il y aura des personnages qu'on utilisera peut-être un petit peu moins. Ici, on a la carte de forge, c'est toujours la même, hein, peu importe, donc celle-ci, elle sera intéressante pour quelque chose de très particulier, on va le voir tout à l'heure. Et pour connaître l'intégralité des pouvoirs, si vous êtes en bout de table et que vous voyez pas tout ça, eh bien vous pourrez récupérer cette carte-ci, qui va donc revenir sur l'intégralité des capacités de chacun des alliés qui seront en jeu. Ici, pour le set A, comme on l'a vu, je le retourne, j'ai le set B, j'ai une autre carte aussi, avec le set C et le set D. Une autre carte d'aide de jeu qu'on pourra distribuer aux joueurs, c'est une carte d'aide de jeu tout simplement avec les 2 phases, la phase de T, la phase principale qu'on va voir tout à l'heure, enfin la phase principale, la première phase, et la phase de guerre. Tout est plutôt bien expliqué, même si ça ne revient pas sur toutes les spécificités dans l'ordre chronologique qu'il faudra résoudre. Et pour cela, on a ceci, un organigramme qui est ultra détaillé, mais qui est ultra pratique, avec la phase de T ici pour savoir où est-ce qu'on en est, oui, non, qu'est-ce que je fais. Alors, on n'a qu'à suivre les flèches pour savoir où on en est. L'iconographie, l'intégralité des icônes représentées sur les cartes que vous pourrez retrouver ici. Et je le retourne. Là, j'ai tout ce qu'il faut savoir pour la phase de combat, la phase de guerre, comment je vais reset un petit peu mes jetons, qu'est-ce qui va se passer si je perds un combat à la fin, comment résoudre, dans quel ordre, parce qu'il y aura peut-être des dilemmes à faire. Bah attends, tu devais pas faire ça en premier, etc. Donc il faudra respecter cet ordre précis et
quand on aura tout fini, comment on va remettre un petit peu le jeu en place pour la manche suivante. Très pratique, on va peut-être y revenir d'ailleurs sur cette vidéo pour que vous puissiez bien vous repérer sur tout ce que je vais vous annoncer ici. Bon, ça c'était pour la mise en place principale. Venons-en maintenant à la mise en place de chacun des personnages. Donc chacun va pouvoir récupérer un personnage de son choix. Moi j'ai pris la reine de cœur ici. J'ai positionné un bouclier face non brisé, hein, parce que là c'est brisé, face intacte, que je peux positionner ici. D'ailleurs c'est le petit défaut du jeu, je trouve, hein, c'est que les plateaux personnages, ils sont très mous, hein, c'est très très fin, ça gondole, regardez, vous entendez le bruit, hein, vous imaginez que c'est très très fin, et donc les jetons qu'on va positionner dessus, ben, ils vont pouvoir vite se barrer. C'est quand même assez dommage, mais j'ai vu que certains joueurs assidus avaient personnalisé leur plateau avec des cadrans qu'on pouvait mettre tout autour pour renforcer un petit peu le tout. Ça c'est plutôt sympa. Plusieurs cylindres que je vais pouvoir positionner ici sur ma force de chef pour commencer de niveau 1. Des cylindres qui vont venir aussi cacher les différentes capacités personnalisées, personnelles, de mon propre personnage. Des partisans, hop, les partisans qui, comme on l'a vu, ont été personnalisés aussi. Là, je vais mettre un ici et 2 ici, c'est spécifié, c'est très très simple. Je vais mettre 4 jetons artefacts sur le côté. Le jeton artefact, vous ferez attention notamment pour le chat qui a le sourire. Le sourire c'est son pouvoir en fait, mais sinon ça sera l'arme de prédilection du personnage. Donc ici c'est la hache pour couper des têtes de la reine de cœur. Un petit jeton, ben vous voyez, voilà, j'ai tout viré et il y a tout qui s'est barré, super. Hop, la force. Voilà, il fallait que ça arrive, vous voyez. Là, c'est le jeton pour dire 50 PV et 100 PV en plus pendant la partie. Mes châteaux, mes partisans, mon sac. Et avant de commencer la partie, je vais récupérer donc les jetons de départ de mon personnage, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et ces jetons-là, faites bien attention à ce que je vais vous dire. Alors, on a les chefs de faction, niveau 1, 1 et 1. Ça, je prends. Chef de faction de 2. On a ensuite 2 artefacts avec le 3 marqué dessus. Ensuite, j'ai un jeton de folie simple, un deuxième jeton de folie simple, j'ai un jeton de folie double qu'il va falloir que je prenne aussi, et une forge. Voilà, tout ça, je le prends, pas besoin de les mélanger forcément parce que ça va rentrer dans mon sac. Je mets tout ça dedans pour commencer la partie. À vous de déterminer qui sera le premier joueur. Les règles demandent voilà, que ce soit celui qui a bu une tasse de thé le plus récemment, sinon vous ferez au hasard, et ça va surtout définir le nombre d'éclats de folie que je vais prendre au départ. Disons que dans une partie à 3 joueurs, je vais vous mettre un petit encart pour représenter ceci, dans une partie à 3 joueurs, si je suis le joueur 1, eh bien je récupère 3 éclats de folie, hein, comme ceci, je les prends avec moi, le deuxième joueur en récupère 2, le troisième joueur en récupère 1, et c'est parti les amis. Mais non, c'est pas parti, parce qu'avant ceci, on va récupérer 2 cartes quêtes. Je vais en choisir une des 2, et chacune des cartes quêtes a exactement la même configuration. La première chose, c'est la couleur qu'il y a en haut, mais ça sera aussi défini par ce qu'il y aura en gras. Donc disons par exemple que je choisis cette carte-là. Donc ici c'est rouge, c'est le donjon rouge. Ah bon, ben, c'est marqué juste ici aussi. Il y aura 2 parties pour gagner des points de victoire. Il y a la partie exploit et la partie objectif de fin de partie. Toutes les cartes ont le même fonctionnement, hein. Vraiment toutes les cartes. Mais après les effets seront évidemment différents. Ici ça me dira de remplir un exploit, c'est pendant les phases de guerre, les phases de combat. Ça me dira de terminer un combat dans le donjon rouge, donc ici, avec une force de 3, 4, 9 ou 10. Et à la fin de la partie, si j'ai 7 jetons cumulés de soldats et ou de flamants roses, eh bien j'aurai 3 points aussi. Si j'arrive à faire les deux, j'aurai 3 points bonus. C'est strictement la même chose pour l'intégralité des cartes de quête. Donc j'en récupère 2, je choisis une des 2 et l'autre je la défausse. Celle-ci je la mets face cachée pour pas que les adversaires puissent voir ce que je prépare. Et bien voilà, la mise en place pour moi elle est terminée. Voyons maintenant comment on joue à Wonderlands War. Dans Wonderlands War, chaque joueur va incarner un personnage emblématique du Pays des Merveilles et à la tête d'une faction dont le but est de redresser les torts subis par le royaume. Comme on l'a vu, la partie se déroule en 3 rounds, 1, 2 et 3, eux-mêmes composés d'une phase de thé,
dans laquelle on va récupérer des cartes, et la phase de guerre dans laquelle on va combattre sur les différents emplacements du plateau. Pendant la phase de thé, on va courir de partout pour se préparer au combat. On va placer différents partisans sur les zones de combat du Pays des Merveilles pour nous y établir. On va obtenir peut-être le soutien des habitants, d'objets magiques, mais aussi des alliés qui seront dévoués à notre cause, et on essaiera aussi peut-être de trouver des forges magiques qui nous serviront à débloquer les capacités personnelles de notre personnage, de notre faction. Au cours du combat, on va piocher des jetons alliés dans notre sac pour utiliser leur force. Le joueur avec la force la plus élevée remporte évidemment la bataille, va obtenir une récompense de conquête. Le deuxième joueur aura la moitié de ses points de victoire. Celui qui a gagné pourra construire un château dans cette région-là s'il n'y en avait pas déjà un à son effigie, mais il faudra prendre garde à la folie corrompue qui s'est échappée du miroir brisé qui se répand à travers la contrée. Plus le combat durera, plus on risquera de voir nos partisans succomber à ce fléau et abandonner notre armée. Les points de victoire, avant d'aller plus loin, on va les gagner de différentes façons. Donc vous l'avez vu par les conquêtes des territoires qu'on va accumuler au fur et à mesure de la partie, avec les quêtes, avec les exploits et les quêtes de fin de partie, plus le bonus si on arrive à faire les deux qu'on gagnera en fin de partie. Les châteaux aussi, qui à la fin, s'ils sont positionnés sur la zone de combat, rapporteront 3 points de victoire qu'on pourra augmenter et moduler en fonction de notre arbre de compétences. Ici, chaque château vaudra 4 points, 5 points, puis 6 points si j'arrive à le faire pendant la partie. On va soustraire à la fin par le nombre d'éclats qu'on a encore en notre possession. Ça déterminera notre score final. Celui qui a le plus de points de victoire, évidemment, gagne la partie. Donc, comme je vous disais, le jeu se déroule en 2 phases, la phase de thé et la phase de guerre. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout de suite comment se déroule la phase de thé. C'est parti! Le Chapelier Fou nous a tout simplement invité à prendre le thé dans un lieu dit survolté où se mêlent les alliés et des possibilités dites exaltantes. Et bien à notre tour de jeu, tout simplement, en commençant donc par le premier joueur, c'était moi, le premier joueur, je vais prendre mon chef de faction, mon avatar, et je vais le positionner où je veux sur la table de thé, mais toujours dans le sens horaire. Disons que je décide de me positionner ici. J'ai pas d'ordre à respecter, j'ai pas de dés à jeter. La seule contrainte, c'est que si je souhaite par exemple récupérer cette carte au tour d'après, je serai forcé de faire un tour complet de table. Je suis obligé de m'arrêter tout en bout de table, de jeter ce dé-là, de récupérer le nombre d'éclats qu'il y a défini sur la face de dés, et ensuite je vais pouvoir remettre les cartes dans l'intégralité des espaces vacants des cartes qui auront été récupérées peut-être par les joueurs juste avant, et ensuite me positionner par exemple ici. Mais disons simplement, voilà, je me positionne ici. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je récupère cette carte. C'est tout simple, c'est tout bête. Cette carte va définir plusieurs choses, donc comme on l'a dit, de récupérer des partisans, de les positionner bien sûr, de récupérer des jetons, des alliés, des habitants, de la force, etc. Cette carte, elle est plutôt complète, car elle me permet, regardez, tout simplement, déjà là, de récupérer 3 partisans que j'avais dans ma réserve. Ces partisans-là, je les prends. Ces partisans-là, je devrais les disposer dans un seul endroit, combiné, hein, je ne peux pas les dispatcher, dans une zone de combat de mon choix. Disons que moi, je décide de les mettre au donjon rouge. On va voir quand même, il y a des spécificités de personnages, et notamment la reine, qui, elle, a la possibilité de placer des partisans dans plusieurs régions. D'ailleurs, je pense qu'on peut voir les personnages, qu'est-ce qu'ils proposent maintenant qu'on a vu comment le jeu se passait. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit l'intégralité des protagonistes du jeu. Donc on a la reine qui pourra dispatcher ses partisans où elle veut. On a Alice qui, elle, devra même se déplacer dans le sens anti-horaire pendant la partie. Vous voyez que l'arbre de compétences, il est le même pour les personnages. D'ailleurs, si on arrive, je vous l'avais pas dit, à compléter ces deux choses-là, on le verra par la forge, je pourrais aussi débloquer la capacité qu'il y avait entre les deux. Par contre, voilà, les capacités ici sont propres au personnage que vous allez jouer. On a le chat qui, lui, quand il devra jeter le dé d'éclat, si on tombe sur un 2 ou un 3, il pourra donner un de ces éclats à un autre joueur. On a le Chapelier Fou qui, lui, ne devra pas forcément faire un tour de table pour remettre l'intégralité des cartes. Il pourra le faire une fois pendant chacune des phases de thé, et il n'aura pas matière à se déplacer. Il pourra, lui, choisir la carte qu'il souhaite quand il aura fait ce pouvoir-là. Et on a le dernier, peut-être le peu plus complexe, Jabberwocky, qui lui, en début de phase de thé, devra disposer des jetons de poison sur 2 cartes de son choix. Hop, les jetons poison, c'est ceci. Il devra les positionner pour essayer
de bloquer les adversaires et de, s'ils prennent cette carte-là, avoir des jetons de malus en plus dans leur sac qui leur demandera de défausser des partisans, mais on va voir ça pendant la partie. Voilà, c'était les 5 personnages qui sont possibles de prendre dans le jeu et chacun donc avec ses particularités, que ce soit dans les capacités passives mais aussi avec les capacités propres qu'on pourra débloquer au fur et à mesure de la partie. Donc ces cartes-là, qu'est-ce qu'il en est? Cette carte-là, par exemple, on l'a vu, j'ai mis mes 3 partisans, mais avec la capacité de mon personnage, je peux les dispatcher aussi. On va dire qu'on va faire ceci. Ensuite, ici, ça m'oblige à jeter un dé. Ce dé, c'est toujours le même, je le jette et je récupère le nombre d'éclats. Hop, c'est un malus, mais la carte était plutôt puissante parce qu'elle me donnait beaucoup de choses. Je récupère un jeton de forge, mais aussi, je vais récupérer un point de force dans mon personnage. Elle a débuté avec une force de 1, maintenant elle a une force de 2. Tous les jetons que je vais récupérer, comment ça se passe? Eh bien, je les prends tout simplement dans la réserve principale, je le prends et je vais le mettre dans mon sac. Tout simplement, voilà. Et toutes les cartes vont se passer un petit peu de la même façon. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit quelques icônes de ces cartes-là. Donc ici, ça me demandera de récupérer 2 créatures, vous le voyez, de force 1, mais aussi de force faible. C'est le petit point qu'il y a juste en bas. S'il y avait 2 points, c'était des jetons dits forts. Ici, ça sera 2 partisans et un petit malus aussi. Là, ce sont des cartes particulières qui me proposeront un dilemme. Je peux faire ça, évidemment. Donc ça, c'est de débloquer une capacité de mon personnage. Je peux enlever, hop, un jeton comme ceci, tout simplement. Je le défausse. Et maintenant, cette capacité-là sera active. Et je peux, si je souhaite, poser 2 partisans de plus, mais je devrais jeter un dé. Voilà. Ici, ça sera de récupérer une carte merveille. Pas une face cachée, mais soit un habitant, soit des jetons d'objets secondaires, d'objets magiques. Si je récupère un habitant, je le mets avec moi. Ça, je dois le positionner immédiatement dans une zone de combat. Je refais la rivière qui est toujours 3 cartes de disponibles. Je peux mettre les standees à côté, c'est super simple. Ici, vous l'avez compris, donc je ne suis pas obligé de le faire. Je jette un dé, mais je pourrais récupérer un allié de mon choix de force faible. Ici, ça me permettra de me délester, de me défausser d'un éclat, ce qui pourrait être avantageux. Je récupère un jeton forge et j'augmente ma force, etc. Vous avez compris. Hein. Donc voilà, là, il y a les autres alliés qu'on pourra récupérer. Voilà. Le jeu va s'articuler un petit peu comme ceci, entre le recrutement d'alliés, le recrutement de personnages ou d'objets, et le recrutement aussi de partisans pour essayer d'être compétitif pendant la phase de guerre. On va procéder ainsi tous chacun son tour, on va chacun récupérer une carte. D'ailleurs, il est conseillé vraiment, c'est précisé dans le jeu, de garder ces cartes-là avec vous, de ne pas les défausser vraiment, car vous en aurez probablement besoin pour certains objectifs de fin de partie. Donc vraiment, gardez-les avec vous, les remettez pas dans le paquet, hein, surtout. Et une fois que je suis le personnage qui a récupéré sa 4e carte, je suis obligé, il faut le faire immédiatement, je prends mon personnage et je le positionne dans un territoire de mon choix, avec ou sans partisans, ça sera à vous de voir. Donc le dernier joueur aura la possibilité de voir où les autres joueurs auront positionné leur force et peut-être pourra moduler son jeu. Une fois que tous les personnages ont été positionnés sur les terrains de combat, eh bien la phase 2T est terminée. Chacun va récupérer un jeton de folie, parce que boire le thé c'était bien sympa, mais il y avait quand même des substances un peu peut-être illicites à l'intérieur. Donc chacun récupère un jeton de folie qu'il va mettre dans son sac, et celui qui avait le plus de nombre d'éclats en sa possession, disons ici que c'était moi, celui qui a le plus d'éclats va récupérer un jeton de plus, qu'il mettra là aussi dans son sac, et va se défausser de la moitié de ces jetons, histoire de ne pas être tout le temps pénalisé pour les autres manches à venir. Voilà, donc si vous avez le plus d'éclats, c'est un risque aussi à prendre, parce qu'au niveau des probabilités, eh bien, dans votre sac, vous aurez encore plus de jetons de folie. Ces jetons de folie qui vont éliminer en gros les personnages, les habitants et aussi les partisans que vous aurez positionnés dans les zones de combat. Et à noter que pendant les rounds 2 et 3, eh bien ce sera pour déterminer celui qui jouera en premier, c'est celui qui aura le moins de points de victoire sur la piste des points de victoire qui va débuter cette manche-là. Donc vous avez compris, je récupère une carte, si je passe en bout de table, je jette le dé, je récupère des éclats, je vais m'aventurer un petit peu dans les différents endroits du pays des merveilles, je recrute des alliés, je recrute des habitants, je prends des objets particuliers, j'essaie de me positionner, d'établir une stratégie véritablement pour la phase numéro 2
qui est la phase du cœur du jeu, c'est la phase de guerre. Pendant la phase de guerre, on va véritablement livrer bataille dans chacune des régions où on contrôlera des unités. Je vous rappelle, les partisans, les habitants et ou des chefs. On va piocher des jetons, pour ceci on va piocher des jetons dans notre sac. Pour remporter un combat et construire un château, on devra obtenir la force la plus élevée, ici, la force de combat. Mais on pourra tout aussi bien choisir d'abandonner pour peut-être accomplir une quête secrète, ou bien se donner la possibilité de forger, ou bien aussi de préserver ses troupes pour les manches à venir. Pour atteindre les différents objectifs de guerre, on devra étudier attentivement les placements des adversaires et trouver un juste équilibre entre son contrôle et le potentiel destructeur de la folie. Pour les combats, on va résoudre les combats dans chacune des régions en commençant par l'endroit où se trouvait la silhouette de premier combat. Puis on va procéder de la même façon dans le sens horaire dans chacun des 5 emplacements de combat. Au cours de l'affrontement, on l'a vu, on va piocher des jetons qui seront destinés à faire avancer notre repère dans la force de combat juste en haut sur la piste de combat. Pour livrer bataille, comme on l'a vu, il faut absolument que je possède au moins une unité dans le terrain de combat. Ce qui n'est pas le cas ici pour le chat. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a la reine, il y a Alice, mais il n'y a pas le chat. Donc le chat ne pourra pas participer ici, mais pourra faire quelque chose de particulier, et notamment des paris. On va voir ça tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on va déterminer la force de combat initiale qui sera déterminée par les unités présentes sur ce terrain-là. Le chef de faction aura une force en fonction de la force qu'il aura définie pendant tout au long de la partie, juste ici. Initialement, on est à 1, donc je vais mettre ma force de combat de départ pour la reine à 1. Les partisans, eux, valent 0. Voilà, ils peuvent être nombreux, mais ils valent 0. Ce seront les soldats, l'infanterie qui sera devant, un peu de chair à canon pour essayer de tamponner peut-être les jetons folie qu'on va récupérer. S'il y avait des châteaux, pendant la partie on pourra positionner des châteaux, et bien chaque château vaudra 2 points de force initiale pendant le combat. Une fois que tout le monde aura déterminé sa force de départ, et c'est là qu'on va rentrer véritablement dans le cœur du jeu, on va piocher les jetons qu'on aura peut-être accumulés pendant la phase de T. Je mélange tout ça, j'en récupère un, je ne le montre pas à mes adversaires, on va tous le révéler en même temps et on va faire ce qu'il y a marqué dessus. En fonction bien sûr de la qualité de ce jeton-là, il va se passer différentes choses. Ici, c'est un jeton de folie. Ce jeton de folie, la première chose que je peux faire, je peux le contrer avec un bouclier. Et pour cela, je vais retourner le bouclier face brisée et ce jeton-là, je le remets directement dans le pochon et donc je vais le remettre pour un tour ultérieur. Mais disons que je décide de ne pas le faire. Ce jeton de folie, je vais le positionner dans la piste folie. Je pourrai en accumuler 4 avant qu'il se passe quelque chose. Je vais un peu reset un petit peu mon jeu. On va voir ça tout à l'heure. Donc je place mon jeton folie ici. Ça fait quoi un jeton folie? Ça me demande de briser une de mes unités présentes sur le terrain de combat. Prioritairement, je devrais faire soit un habitant, soit un partisan. C'est ce que je décide de faire, je le remets dans ma réserve. Le chef de faction ne pourra être brisé qu'en tout dernier. Sinon, eh bien, ce sera toujours, comme on l'a vu, les autres unités qui prendront cher. Ensuite, on me demande, est-ce qu'il me reste des unités? Oui, c'est le cas. Est-ce que ce jeton a rempli ma piste de folie? Non. Eh bien donc, je peux continuer de jouer. Si ça avait été le cas, si ma piste de folie avait été remplie avec le 4e jeton, comme on vient de le dire, on va actualiser tous les jetons de folie plus tous les jetons que j'aurais mis de côté à la fin d'un tour précédent. Ce n'était pas le cas ici, mais sachez-le. Si il ne me restait aucune unité, alors c'est un échec cuisant, un échec total. Je pars à 0 ici, je ne participe même plus au combat. Je vais épuiser tous les jetons actifs que j'aurais pu positionner ici pendant la partie. Ici, j'en ai mis aucun, c'était vraiment nul. Ma piste de folie, est-ce qu'elle est remplie? Non. Donc, je ne gagnerai aucune récompense et je peux retourner mon bouclier sur la phase intacte. Le bouclier sera retourné uniquement quand on va être en échec, quand on ne participera plus à un combat sur lequel on était positionné au début. Et si ma piste de folie était complétée avec le 4e jeton comme on l'avait vu, et bien là tous mes jetons de folie, je les récupère, je les mets dans mon sac, tous les jetons épuisés, tous les jetons actifs que j'avais épuisés auparavant, hop, je remets tout ça dans mon sac, prêt peut-être pour une autre manche sur un autre terrain de combat. Et sinon, eh bien je continue comme ceci, on va voir ce que ça va me donner, quelque chose d'intéressant, hop, ah ben non, un autre jeton folie, super. Donc là, j'aurais pété un autre partisan, on continue, tout le monde fait la même chose, on révèle, hop, et là c'est un allié. Hein, je les ai pris un petit peu au hasard, mais sinon ce sont des alliés que j'aurais récupérés pendant la phase de T. Ici, ça me donne une force de 1, donc j'augmente. Disons que j'étais à 1, j'augmente tout simplement de 1. Ce jeton-là, je vais le mettre sur la piste des jetons actifs et je vais pouvoir peut-être
résoudre aussi la capacité du personnage ici. Lorsque vous jouez ce jeton, doublez sa force ou remettez un jeton épuisé dans votre sac. Et c'est là tout le grain de sel du jeu, c'est de bien utiliser les capacités des pouvoirs, peut-être essayer d'émettre aussi des petits combos. Donc disons ici que je double sa force. Peut-être que les autres joueurs, eux aussi, auront grimpé sur la piste de combat. Et c'est comme ça que ça va mettre un peu de tension autour de la table. On révèle un autre jeton. Ici, c'est très intéressant. C'est un jeton forge qui a une valeur de 1. J'augmente de 1. Mais surtout, si je reste en combat, que je gagne ou que je ne gagne pas, eh bien, je vais pouvoir faire quelque chose de très particulier. C'est améliorer mon arbre de compétences ici. Et on continue ainsi de suite jusqu'à que tous les joueurs ont soit échoué, comme on l'a vu avec l'absence de partisans ou d'unités sur le terrain de combat, ou abandonné, c'est-à-dire que je fais ça, je fais hop, et bien non, j'avais rien. Je décide de m'arrêter là sur la piste de combat. Si un joueur aussi a atteint la piste, le numéro 25 sur la piste, ça met un terme, ou si le dernier joueur en lice est en tête. C'est-à-dire que si je décide de passer, je suis le joueur rouge, je décide de passer. Les joueurs roses et bleus, eux, pourront peut-être continuer d'essayer de me dépasser. S'ils décident eux aussi d'échouer, ben là, c'est moi qui aurais gagné. Si je suis en tête et que plus personne n'est en lice, c'est moi qui gagne le combat. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir respecter un ordre très précis de résolution de la fin de combat. C'est ce que je vais vous proposer ici. La première chose, c'est qu'on va gagner les points de combat. Les points de combat, ils sont représentés ici. Manche 1, manche 2, manche 3, on l'a vu, je gagne donc, moi, rouge, 6 points de victoire. Hop, super. On gagne aussi la possibilité de mettre son château. Un château possible par zone. Il y a 5 zones. On a 5 châteaux en notre possession, donc on ne pourra pas mettre 2 châteaux, comme vous l'aurez compris, dans la même zone de combat. Ces châteaux-là, on l'a vu pour tout à l'heure, ça m'amènera pour la prochaine phase, la prochaine manche, la phase 2 et la phase 3, et bien ça me donnera 2 points de départ de combat pour débuter le combat dans la forêt. Le deuxième joueur va gagner la moitié des points de victoire. Donc ici, c'était le rose, il gagne 3, super. Ensuite, on va peut-être accomplir les quêtes, surtout les exploits. En fonction de l'exploit qu'il y aura marqué dessus, peut-être que vous aurez réussi à respecter les conditions d'attribution de points. On ne les met pas de suite, hein, mais juste cette carte-là, si vous l'avez réussi, hop, vous pourrez la mettre dessous, sur le côté, pour dire j'ai réussi à faire ceci, et on va les compter en fin de partie. On va vérifier les capacités de combat des jetons qu'on aura ici dans la partie active. Il y a des jetons qui, par exemple, la fleur, si j'avais eu des fleurs, ici me demandait de gagner un point de victoire à la fin du combat. C'est là qu'on va pouvoir activer ceci. Mais aussi les forges, et ça c'est très important. Si j'avais des jetons forge ici, pour chaque jeton forge même que j'ai ici, ou si je m'étais arrêté sur la piste de combat sur une localisation avec le symbole de forge, je vais pouvoir forger pour chaque forge un jeton actif sur mon plateau personnel. Disons que je décide de forger celui-ci. Ça veut dire en gros, je me défausse de manière irrémédiable de ce jeton-là. Je vais le positionner à un endroit donné. Disons que je le mets par exemple ici. Et ça va me permettre ici d'augmenter ma force de mon chef. Ici, de m'enlever des éclats. Ici, de récupérer des partisans, mais aussi de gagner quelques petits jetons de quête, des points de victoire aussi à la fin. D'augmenter la valeur de mes châteaux en fin de partie, de débloquer une capacité de mon personnage, et donc d'augmenter, comme vous l'avez vu tout à l'heure, eh bien, les points de victoire attribués pour chacun de mes châteaux en piste à la fin de la partie, qui passeront de 3 points à 4, 5 ou 6. À chaque fois que j'ai réussi à compléter une ligne complète, je prends l'artefact de ma faction et je le mets directement dans mon sac. Les artefacts, ce sont ce sont quand même des choses très particulières et très puissantes, notamment par rapport aux quêtes, mais aussi parce que ça me fait avancer de 3. Imaginez, j'ai récupéré un flamant rose juste avant, hop là, qui me double mon prochain jeton. Le prochain jeton, c'est un 3, je le multiplie par 2. Voilà, vous avez compris comment on peut moduler un petit peu son jeu. Donc ça, on l'a fait. Les capacités, on l'a fait. Les jetons de forge, on l'a fait. Les paris, on n'en a pas parlé. Mais disons qu'on faisait ce terrain de combat-là. Ici, il y a Alice et il y a le chat. Moi, en tant que rouge, en tant que reine, je n'y participe pas. Mais je pourrais quand même essayer d'émettre un pari. Je récupère mes cartes paris que j'avais en début de partie. Je vais, hop, celle-là, je m'en sers pas, puisqu'il n'y a que Alice et le chat qui sont contre moi. Et je vais choisir qui, je pense, va remporter le combat. Disons que je dis que c'est Alice qui le remporte. Je ne le montre à personne, je le mets face cachée, et à la fin du combat, je vais donc à ce moment-là révéler. Si c'était une réussite, je vais récupérer un allié faible de mon choix, hein, parmi tous ceux qui sont disponibles ici. Si c'était un échec, je récupère un éclat
de folie. Il fallait pas parier, il fallait bien parier. Voilà. Ensuite, on continue. Tous les jetons actifs deviennent épuisés. Je prends tous les jetons qui me restaient, hop, je les mets sur le côté. Et on va réinitialiser la zone de combat, la piste de combat. Tout le monde repart à zéro. Et on va passer au combat suivant. Ici, dans le jardin des fleurs vivantes, ici, il n'y a que le chat. Il ne peut pas combattre contre lui-même. Et donc, il a gagné d'office. Mais il a gagné quoi? Il n'a pas gagné les points de victoire plus le château. Il devra choisir parmi les deux. Il ne pourra pas faire les deux. Donc là, avec 2 points de victoire, je pense que pour lui, le plus intéressant, ça sera de mettre un château. Là-bas aussi, il est tout seul. Il pourra gagner soit les points de victoire, soit le château. C'est la même chose aussi d'ailleurs si vous êtes à égalité. Si vous êtes à égalité sur la piste de 2 scores, vous pourrez choisir un des 2 bonus à votre choix, mais pas les 2. Et on continue ainsi de suite jusqu'à qu'on ait résolu l'intégralité des combats sur les 5 emplacements, sur les 5 zones de combat du jeu. Ensuite, on va laisser en place vraiment les partisans, les habitants, on les laisse en place. Les protagonistes, eux, on les remet sur la piste de départ. On va jeter le dé pour savoir de combien on va déplacer le marqueur de premier combat. Ici, il va se déplacer de 1. On va remettre tous les jetons folie et tous les jetons épuisés qu'on avait dans notre sac. On va renouveler les cartes merveilles aussi. Tout ça, on le refait. On va tout remélanger et en placer 3 de plus avec le jeton qui vont bien si besoin. Ici, on a le valet de cœur plus une amulette de la duchesse, plumeau du griffon. Vous voyez, ça va renouveler aussi bien sûr l'expérience de jeu. On va enlever l'intégralité des cartes de thé de la manche précédente pour placer ceux de la manche suivante avec une vraie montée en puissance. Vous le voyez, hein, les cartes vont nous donner des jetons cette fois-ci peut-être forts, plusieurs quêtes possibles, etc. Le jeu va vraiment monter en puissance ainsi. Et on continue ainsi de suite pour la manche 2, la manche 3. Et à la fin de la partie, on va donc faire le cumul des points de victoire. Donc d'abord, on va regarder où est-ce qu'on est positionné sur la piste des points de victoire. Ensuite, on va regarder l'intégralité des quêtes qu'on aurait résolues pour l'exploit et l'objectif de fin de partie. Si on a résolu les deux, rappelez-vous, on gagnera des points bonus, 3, 3, plus 3, donc 9 points maximum par carte. On va gagner ensuite des points de victoire, 3 points de victoire initiaux par château, plus on les remplacera par 4 points, 5 points ou 6 points si on aura réussi à forger nos jetons sur ces pistes-là. Et on va soustraire notre score final d'autant de jetons éclats qu'il nous restait. Ça va définir nos points de victoire finaux et celui qui aura bien sûr le plus de points de victoire aura remporté la partie. En cas d'égalité, le joueur qui détient le moins d'éclats va l'emporter et s'il y a encore égalité, le gagnant sera celui qui contrôle le plus d'unités encore sur le plateau, celui qui aura le plus de chances peut-être de ne pas tirer les jetons de folie. Bon, vous avez vu quand même que les règles sont assez denses, mais c'est plutôt simple à comprendre finalement quand il y a un joueur quand même autour de la table aura bien digéré le livret de règles. Venons-en maintenant aux 5 points que je voulais aborder avec vous. Et premièrement, les mécaniques de jeu. Vous avez vu, ça mélange quand même pas mal de mécaniques. Et bien déjà la première, le draft ouvert, c'est quelque chose qui est très simple à appréhender, sauf pour Alice peut-être de celui qui va incarner Alice, de bien lui préciser que toujours il devra le faire dans le sens inverse. Mais sinon, c'est plutôt simple. Attention aussi à bien voir les stratégies adverses quand on voit qu'ils essayent de récupérer tel ou tel jeton. S'il y a des priorités à avoir aussi pour peut-être débloquer les capacités propres à chacun des personnages et peut-être faire en sorte que l'adversaire pousse au maximum son personnage sur la piste pour arriver juste à côté du bout de table. Bien sûr pour le pénaliser, qui jette le dé comme on l'avait vu et peut-être aussi qui reset un petit peu l'ensemble des cartes autour de la table pour avoir plus de choix pour nous-mêmes. Donc ce draft ouvert, moi je trouve ça plutôt sympa. Le système de conquête de territoire, c'est vrai que si c'est quelque chose que vous n'aimez pas forcément, comme moi j'aime vraiment pas ce genre de mécanique là, c'est pas le genre de jeu, j'ai joué à la Famiglia il y a pas si longtemps que ça, c'est pas, même si j'adorais le jeu, hein, c'est pas une mécanique de jeu que je savoure, où je prends énormément de plaisir. On peut prendre quand même du plaisir sur ce jeu là par les autres ambiances que ça va générer autour de la table, c'est le système de majorité et bien évidemment le backbuilding qui est quand même quelque chose de très chaotique, quelque chose qu'on va essayer de programmer aussi, mais quelque chose qui va mettre une véritable ambiance autour de la table. Bien sûr, à 3, 4 ou 5,
il y aura encore plus de chaos, encore plus de situations un peu fouillis entre celui qui aura la main ultra chanceuse où il va avoir énormément de jetons malus et qui va pas les piocher, il va seulement récupérer les pions, les jetons qu'il convoitait, alors que d'autres joueurs comme moi, eh bien on va se retrouver avec une main complètement pourrie à récupérer à chaque fois les jetons folie et à pester contre son jeu. Il y a quand même pas mal de programmation par rapport aux 5 aussi, les 5 territoires, les 5 champs de bataille qu'il y a aussi sur le plateau. Donc il va falloir aussi eh bien, gérer un petit peu ce stress-là, peut-être pas tenter le diable aussi et peut-être se focus sur une bataille sur laquelle on souhaitait évidemment le plus investir, notamment pour poser ces châteaux qui pourraient générer quand même pas mal de points de victoire. Il faudra surtout aussi ne pas négliger les quêtes, c'est quand même quelque chose qui va générer énormément de points de victoire à la fin, pour peu que vous arriviez aussi eh bien, à compléter les cartes avec les 3 points et les 3 points bonus comme on l'a vu dans les explications de règles. Voilà, ça reste assez dense, mais finalement, le temps de jeu, il est quand même assez conséquent, donc on a le temps de s'imprégner un petit peu de tout ça. On ne revient pas sur les règles véritablement, à part peut-être pour l'icono et savoir au début, sur la première partie en général, de savoir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire, quand c'est barré, faire la différence notamment entre la construction des châteaux directement sur le plateau grâce à certaines cartes de la phase de thé, ou alors si on peut débloquer des capacités. Voilà, au niveau de l'icono, il y a quand même quelque chose, on n'arrive pas à faire la différence au début, mais sinon, après, ça coule de source vraiment. Au niveau thématique maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose, j'en avais parlé dans mon top du mois d'avril, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller cliquer si ce n'était pas déjà fait. C'est vrai qu'au niveau thématique, je me sentais pas emballé. Je m'explique. C'est vrai que on me parle de guerre, etc. C'est très chaotique. Hein, je me suis pas senti vraiment investi dans le jeu sur cette guerre-là. C'est très chaotique. Il y a ça chambre, ça rigole, c'est pas très sérieux. Et l'ambiance psychédélique du jeu, je l'ai pas ressenti de prime abord. Après, une fois qu'on est dedans, ben oui, tout est chatoyant, tout est beau, tout est coloré, tout est vraiment fluorescent et c'est quelque chose qui saute vraiment aux yeux. D'ailleurs, ça fait à chaque fois un effet waouh autour de la table. Donc au niveau thématique, moi, je me suis pas senti investi dans mon rôle dans le personnage, mais après, c'est comme je le disais dans la vidéo, c'est vraiment un plaisir après d'aller découvrir les personnages qu'on avait connus, en tout cas moi, quand j'étais petit aussi, avec des illustrations qui sont toutes magnifiques, mais on va y revenir juste après. C'est les personnages, j'ai pas trouvé non plus qu'ils avaient trop de pertinence, en tout cas les habitants par rapport aux effets qu'ils vont nous amener. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu hasardeux. Par contre, les personnages principaux qu'on va pouvoir incarner, les 5 personnages qu'on peut incarner, eux, ils ont vraiment des caractéristiques qui sont propres, on comprend très bien ce que chacun va générer, entre Alice qui plutôt, voilà, c'est le Mario, on va dire, dans les jeux, donc plutôt standard et assez habile, assez polyvalent, on va dire, la Reine de Cœur qui, elle, va essayer tout faire pour dépasser les autres à différentes phases et leur couper littéralement la tête en les délestant les adversaires de certains de leurs partisans, de points de victoire, etc. Alors que le chat, lui, c'est beaucoup plus chaotique, il va jouer encore plus sur le hasard. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt respecté, mais voilà, j'ai pas été autant emballé que je le pensais. Au niveau des illustrations et du matériel global, c'est vrai que moi j'avais pu pledger la version Deluxe, donc au niveau du matériel c'est vraiment extrêmement qualitatif. Le fait d'avoir des jetons, même s'ils sont un peu petits, d'avoir des jetons style poker, c'est toujours une grande plus-value je trouve dans ce genre de jeu, même si oui, beaucoup le diront, et je suis d'accord, c'est peut-être surédité pour ce que c'est. Oui, le plateau est énorme, il y a beaucoup de standees aussi, il y a beaucoup de jetons, il y a tout qui est assez florissant. C'est peut-être un peu surédité, la boîte est énorme aussi. Et comme je l'avais dit aussi dans ma vidéo de mon top d'avril, encore une fois, moi, ça fait toujours plaisir de ressortir ce genre de jeu et de faire découvrir, de partager aussi cette passion du jeu de société en faisant découvrir ce genre de jeu qui est bon sur le plan mécanique, qui est beau au niveau des illustrations et au niveau du matériel, c'est vachement dense là aussi. Ça donne envie, en tout cas, de le manipuler. Il y a toujours cet effet waouh autour de la table. Donc oui, c'est surédité, moi je suis d'accord, mais je suis plutôt ravi en tout cas d'avoir ceci. Au niveau de cette version de luxe, est-ce que les figurines, comme je vous disais, sont indispensables? Ben, finalement, je pense pas, je regrette pas non plus. Je suis encore en train de les peindre au moment où je vous parle, mais voilà, les standees, je les trouve vraiment super adaptés au jeu, alors que d'habitude, ben, les figurines sont une vraie plus-value. Ici, je trouve qu'on les voit pas tellement.
Et les standees s'intègrent parfaitement, je trouve, et mieux même dans le jeu que les figurines. Au niveau du reste, des illustrations, des couleurs qui sont utilisées, on est vraiment dans cette ambiance-là un peu folle, comme je vous disais encore une fois, psychédélique. C'est fluo de partout, ça pète la rétine. Donc oui, c'est un grand oui, c'est robuste, c'est qualitatif. Sur ce point-là, j'ai rien à dire, c'est un grand oui. Venons-en maintenant au gameplay. De manière générale, comment ça se joue? Est-ce que ça se joue bien? Est-ce que ça tourne bien? Oui, ça tourne bien. À 2 joueurs, c'est pas le genre de jeu que je sortirai. Je vous le dis de suite, même s'il y a une configuration bien particulière, justement aussi pour gérer les majorités, je n'y toucherai pas personnellement dans cette configuration-là. C'est vraiment un chaos qui va s'installer, une véritable ambiance, même si c'est un jeu initié hein, quand même. Mais c'est vraiment l'ambiance que ça va générer autour de la table, encore une fois, entre celui qui va perdre tout le temps, celui qui va être ultra chanceux, celui qui va un peu rééquilibrer aussi les débats. C'est cette ambiance-là que je veux retrouver quand je vais jouer à Wonderlands War, et à 2, j'ai peur que ça perde un petit peu cette saveur-là. Mais à 3, à 4, j'ai joué, à 5, pas encore. Oui, ça se joue bien sûr, évidemment, très très bien. Même si, eh bien, c'est assez long comme jeu. Ils nous établissent une durée estimée à 30 minutes par joueur. C'est un poil plus long quand même. À 3 joueurs, on n'arrive pas trop à descendre sous les 2 heures, même en ayant quand même des tours de jeu relativement rapides. La première phase, la phase de thé, elle est plutôt rapide, on arrive quand même à se planifier ça. Souvent sur les premières parties quand même, vous allez plutôt faire quelque chose dans votre coin, pas trop vous occuper des autres, vous allez quand même parfois pester sur des cartes que vous souhaitiez absolument, eh bien quelqu'un est passé là avant vous, mais c'est vraiment sur la phase de combat, avec 5 combats dans chacune des manches, que là, ça va vraiment être un petit peu long, notamment peut-être pour ceux qui ne jouent pas, ceux qui n'ont pas participé, qui n'avaient encore une fois aucune unité dans un champ de bataille. Mais voilà, le petit pari, les cartes paris qui sont là ont été, j'imagine, mises en place aussi pour faire patienter les joueurs qui ne participeraient pas donc à son combat-là. Et on va peut-être aussi inciter le joueur, vas-y, continue de piocher, on sait jamais. Et on va aussi pester contre lui s'il perd alors qu'on avait parié sur lui. Donc oui, au niveau du gameplay, ça, je trouve ça très plaisant. Le backbuilding, encore une fois, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est quelque chose qui, bien sûr, stratégiquement, c'est difficile à planifier. Il y en a beaucoup qui ont pesté contre ça. J'ai vu à l'Alchimie du jeu, auquel j'ai participé là, le week-end dernier au moment où je vous parle, qui ont apprécié évidemment les mécaniques de jeu, mais le hasard était trop présent pour ces joueurs-là. Je comprends. Mais encore une fois, moi, le hasard, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est même ce brin de chaos, encore une fois, et ces coups d'éclat qui peuvent sortir dans un jeu de société moderne d'aujourd'hui, qui me plaît beaucoup. La programmation, j'aime évidemment ça, mais la programmation pure et dure, j'ai du mal à accrocher, en tout cas à prendre du plaisir à fond, alors que sur ce genre de jeu-là, eh bien souvent, il y a des parties quand même qui restent en mémoire, en tout cas pour ceux qui ont perdu en général. Et comme je vous disais au tout début de cette partie-là de la vidéo, même si vous n'aimez pas les jeux avec de la prise de position et du contrôle de territoire, je pense que vous pourriez grandement apprécier celui-là et peut-être aussi vous donner une nouvelle passion pour ce genre, même si voilà, c'est pas de l'affrontement direct, il y a ce hasard-là qui intervient encore une fois. Donc, est-ce que je le conseille? Est-ce que je vais y rejouer? Est-ce que moi, je l'ai apprécié? Évidemment, je pense que vous l'avez compris, pour moi, c'est un grand oui. J'aime beaucoup le jeu. Je pensais pas, je savais que j'allais aimer, de par l'éditeur, de par les illustrateurs, de par les auteurs qui sont aussi derrière le jeu. Je savais que j'allais apprécier ça, de par aussi des amis qui l'avaient en VO et qui m'en ont fait que des éloges. Donc oui, quand j'ai vu la version VF, j'ai absolument sauté dessus sans hésitation, vraiment aucune. Et oui, une fois en main, eh bien c'est vraiment un plaisir. L'installation, c'est quand même assez long. Le temps de jeu, il faut que ça se prévoie aussi. Le temps d'explication, finalement, quand on le fait oralement avec le matériel autour de la table, je pense qu'en 20 minutes, vous pourriez bien vous débrouiller. Mais oui, si j'enlève le côté un petit peu long entre les phases, notamment de combat, je vais enlever quelques petits points dans une note finale que je pourrais mettre sur 10, par exemple. Mais pour moi, ça serait un gros 8,5 si je devais mettre une note là-dessus. Et le plaisir d'y rejouer est évidemment là. C'est un jeu que je vais ressortir beaucoup, je pense, cette année. C'est un jeu, en tout cas, que j'ai envie de faire découvrir à tout mon entourage. Et j'espère qu'avec cette vidéo d'explication de règles et mon avis aussi,
que ça vous aura donné peut-être envie. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à vous proposer cette vidéo-là avec les règles détaillées. J'espère que vous avez pu prendre un petit peu l'aperçu de ce jeu-là et pour vous aider pour vos premières parties, mais aussi ma critique en 5 points. N'hésitez pas à me le faire savoir, on like, on commente, on n'hésite pas à s'abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés. J'ai pas mal de contenus de divers et variés qui va arriver très prochainement sur la chaîne. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. Et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!